Salut Bréber et salut à toutes les mamans bribeuses. Bienvenue dans ce 9e épisode. Moi, c'est Johanna et vous écoutez Brib de minuit, un podcast poétique dédié aux écrivains d'un jour ou de toujours, poètes la nuit et aussi parfois le midi. Ce podcast part de l'envie de partager mes poésies et se veut communiquer des moments d'évasion à des auditeurs en mal d'inspiration, confinés entre une ou deux pages blanches, 3 répétitions ou quelques instants d'insouciance. Un dimanche 2 fois par mois, je vous révèle les poésies de Bréber qui ont épousé l'anonymat, côtoyé le doute, mais aussi les écrits de poètes ou poétesses qui souhaitent partager leurs pensées noires ou leurs réflexions bucoliques. Aujourd'hui, je reçois Laura. Laura est une jeune éducatrice spécialisée, sensible aux questions féministes de sa génération et celles de sa grand-mère. Elle écrit très tôt ses premières bribes, quitte à sécher quelques sorties avec ses amis au lycée. Elle a grandi avec une sensibilité pour la différence, l'handicap et l'engagement. Et de même que notre précédente invitée, elle puise son inspiration dans son histoire de vie, des scènes vécues et ressenties avec le regard d'une fille ou de sœur aînée dans la fratrie. C'est donc animée par des questions sociétales récurrentes qu'elle décide de créer son compte dédié à la poésie, Causons, sur Instagram. Elle y évoque sa façon d'apprécier son monde environnant à contre-jour ou à contre-temps. Aujourd'hui, en ce jour de la fête des mères, c'est de maternité que l'on parle. Un peu comme dans l'épisode précédent, mais cette fois on évoque l'avant. L'avant, c'est cette période pendant laquelle on se demande si oui ou non, on a l'envie de devenir mère, de porter la vie ou d'accueillir un nouvel être cher. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter ce nouvel épisode spécial fête des mères à travers la plume de Laura. Salut Laura, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Ça va, merci. On est là, il fait beau. Donc je suis Tu contente. seras bien mérité. Donc Laura, tu es née en Bretagne. Tu m'as C'est dit ça. que tu apprends à nager en même temps qu'à marcher et encore aujourd'hui, tu trouves un refuge au bord de l'eau. Et ça, c'est une chose, mais il y a autre chose. Tu es très sensible à l'handicap en général et tu es engagée dans l'associatif. Tu es quelqu'un de très tolérant. Donc, la tolérance et la solidarité seront les piliers de ton éducation. Et un premier pas vers la magie du langage, des mots et des belles histoires de vie. Aujourd'hui, tu es éducatrice spécialisée. Ça fait combien de temps tu m'as dit déjà? Eh bien, je viens tout juste de fêter mes 1 an d'éducatrice spécialisée. Ok, donc c'est ton métier, c'est aussi une vocation. Exactement. Donc tu es hypersensible, t'assumes pas toujours apparemment d'après ce que tu m'as dit. Et Pas toujours. tu as plus souvent la tête dans les nuages que les pieds sur terre. Et dès ton enfance, tu trouves une bulle d'oxygène dans tes cahiers d'enfants où tu écris tes premières bribes. Et tout au long de ta vie, tu écris pour toi, bien sûr, et tu commences au collège avec, tu m'as donné une anecdote comme quoi, effectivement, tu écrivais pendant tes cours de maths interminables. Moi, je dessinais, hein. Donc, on faisait tous Chacun son des truc. trucs. Et pourtant, j'ai fait une terminale scientifique, mais de temps en temps, quand même, pour décompresser, c'est assez simple. Mais toi, tu écrivais beaucoup. Voilà, donc tu prends ta force dans l'humour, l'autodérision. Donc aujourd'hui, rencontre avec toi. Tu écris sur le compte Instagram cause.on. Et donc ça fait 1 an que tu écris sur ce compte, mais c'est bien, comme je viens de le dire, ça fait bien plus longtemps que tu écris. Et je vais te demander d'expliquer quelles étaient les raisons finalement pour lesquelles tu as lancé ce compte Instagram. Alors, déjà, il y a eu le contexte dans lequel je me trouvais à ce moment-là. J'étais en transition professionnelle, car j'étais enseignante avant et j'avais arrêté pour justement chercher un poste d'éducatrice. Et donc, je me suis retrouvée au chômage, en confinement, avec ce passe-temps d'écriture. Et j'ai souvent eu des amis qui me disaient, ça serait bien que tu me montres un petit peu ce que tu fais, ça serait intéressant d'avoir des retours, etc. Donc, au vu du contexte et des encouragements de mon entourage, je me suis lancée, remplie de timidité. Donc, je pense que la sécurité de l'anonymat du réseau social au départ m'y a aidée. Donc, il y avait en premier lieu cette envie de défi, de partage aussi, et
d'envie de retour de ce que pouvait provoquer ce que j'écrivais, et une envie de partager mon propre parcours, c'est-à-dire qu'à travers mes écrits, j'essaie de rechercher, de structurer ma pensée, de tirer des petits bilans des réflexions que je peux avoir par rapport à mes expériences. Et j'ai envie de partager ça, voilà, d'avoir cette démarche de je suis un individu dans la masse. Voilà moi comment j'évolue avec ce que la vie me donne et ce que j'en tire. Et je vous partage ça et on verra jusqu'où ça nous mène par la suite. Je crois beaucoup en l'enrichissement entre les uns et les autres par nos histoires vécues différentes et je pense que c'est aussi ça que je suis venue rechercher à travers. Donc effectivement, il y a pas mal d'histoires que tu transmets dans ton compte, que tu écris. Il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. Tu parles de féminisme, hein, entre autres. C'est devenu un peu un sujet dans le podcast involontairement, mais je crois que c'est quelque chose qui sera toujours actuel. Donc c'est une bonne chose qu'on puisse avoir des textes qui relatent l'expérience féministe de chacun. Et enfin, il y a des textes aussi qui parlent de la crise ou de la crise par laquelle doivent passer les étudiants en ce moment. Enfin, un texte qui m'avait pas mal plu. Et le texte que j'ai choisi de te faire révéler aujourd'hui, c'est un texte sur la maternité ou la non-maternité, justement. Exactement. Et qu'est-ce qui t'a amené finalement à écrire à propos de ce non-choix ou de ce choix de ne pas vouloir d'enfant? Plusieurs raisons. Je pense qu'une des premières, c'est mon âge et ma situation. Je suis en couple depuis 8 ans. J'ai 28 ans. J'ai enfin un CDI, une forme de stabilité et je crois que du coup, tout naturellement, la question commence à se poser. Moi, je me demande où je me situe par rapport à ça. Est-ce que j'en ai envie ou pas? Et j'ai pris conscience à travers ces réflexions que, aussi loin que je me souvienne, quand je parlais aux gens, je disais quand j'aurai des enfants, sans réellement m'être posé la question. Comme si c'était plus ou moins acté qu'à un moment donné, j'allais être mère. Et donc, à un moment donné, j'ai réalisé ça et j'ai pris le temps de me poser la question. Et j'ai échangé là-dessus avec mon copain, que je lui disais que finalement, j'étais pas sûre, que je ne savais pas quand je le saurais. Et peut-être que je ne voudrais pas d'enfant. Et j'ai eu la chance de voir que mon compagnon se posait exactement les mêmes questions, que ce n'était pas propre forcément aux femmes. Et nous avons échangé là-dessus et je me suis rendu compte que j'avais cette chance de pouvoir me poser ces questions à mon rythme parce que j'avais quelqu'un qui avait auprès de moi qui avait été capable d'entendre ce processus dans lequel je rentrais. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est plus mon expérience familiale. Ma maman m'a eu à 19 ans. S'en est suivi une sœur qui est handicapée, d'où ma sensibilité au handicap. Et la vie a fait qu'on a grandi entre filles pendant un temps. Et donc, la question de la maternité s'est posée à ma maman. Je lui ai demandé si c'était un choix d'avoir un enfant à cet âge-là, comment elle s'était débrouillée, quels étaient ses regrets, ce genre de choses. Et je l'en remercie parce que sur ces sujets, il n'y a pas eu de tabou. Elle a toujours été aussi assez honnête avec moi, me disant que c'était son choix, qu'elle souhaitait être mère, mais que ça pouvait ne pas être le mien et que d'autres options s'offraient à moi. Elle m'a encouragée à faire des études, à prendre mon temps. Aujourd'hui encore, elle me dit si tu as envie, c'est très bien. Si tu n'as pas envie, tu t'épanouiras ailleurs. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant de me confronter à ma maman qui avait trouvé sa place en étant mère et moi qui la cherchais ailleurs. Et d'avoir cette ouverture d'esprit en retour de ma maman, j'ai été reconnaissante. Et j'ai voulu partager ça, au même titre que ma grand-mère paternelle a été mère à 17 ans et mon papa m'a eu à 18 ans. Donc c'est voilà, contexte un peu particulier, enfant jeune. Et j'ai vu ma grand-mère, génération obligeant, par obligation, a dû orienter sa vie à travers cet enfant à naître. Donc j'ai vu deux générations de femmes, l'une un petit peu obligée par les
codes sociaux et attentes de l'époque, et l'autre par choix. Et moi, troisième génération qui arrive et qui essaye de faire le mix de tout ça. Et je trouve que le XXe siècle, en tout cas pour les femmes, a amené beaucoup de choses. Aujourd'hui, le féminisme revient aussi sur beaucoup de questions. Et de mon point de vue, du peu de l'expérience que j'ai sur ce sujet, j'ai tendance à me dire qu'il y a beaucoup de points de départ autour de la contraception et du fait d'être mère ou pas, sur l'avortement, etc. Et j'ai eu cette envie de rappeler que plusieurs choix sont possibles. Et tu dis que ta grand-mère, elle a eu un enfant plus pour répondre à des codes sociaux ou des attentes. Est-ce que tu as parlé de ça avec ta grand-mère finalement? Est-ce que tu lui as dit que finalement, en ce moment, même si tu traverses un âge, une transition qui t'appelle à éventuellement commencer à construire une famille, que tu n'aies pas finalement envie, pas spécialement envie d'avoir un enfant? Est-ce que tu en as parlé avec ta grand-mère? J'ai pu en parler avec mes grands-parents, oui. Et il y a eu plusieurs choses. J'ai une de mes grand-mères, alors pas celle-là, mais qui m'a dit tu as d'autres moyens de t'épanouir, prends ton temps et quand tu seras prête ou pas, tu le sauras. Et cette grand-mère-là, en l'occurrence, pas très convaincue à me dire plus tu dis ça aujourd'hui, mais tu verras si un jour il y en a un qui arrive. Et en même temps, pas de jugement et pas de rejet non plus. Je pense simplement que les époques étant différentes, les contextes, les libertés et les opportunités fait que elle a compris. Je pense que en tant que grand-mère, c'était peut-être difficile à entendre et en même temps, elle me voyait évoluer dans mes études, elle me voyait heureuse telle que j'étais et elle a su entendre ce questionnement que j'avais et ne pas me juger. Et je peux te demander quel type d'handicap elle a, ta sœur? Oui, bien sûr. Alors, elle a, c'est un petit peu particulier parce que j'ai cette sœur qui a aujourd'hui 25 ans, j'en ai une deuxième qui a 15 ans. Et elles ont toutes les deux un syndrome qui n'est pas très connu, qui s'appelle le syndrome d'Esther dans l'os. Voilà, qui est une maladie génétique qui n'atteint pas du tout les capacités intellectuelles. Hein. Elles sont à la hauteur de toute personne lambda de ce côté-là, mais qui atteint les articulations. Donc, il peut y avoir des douleurs, des malaises, ce genre de choses. Ça peut être parfois contraignant dans le quotidien. Et la plus âgée est beaucoup plus atteinte et au-delà est également sourde de naissance. Et c'est ce qui m'a fait, en fait, depuis mon plus jeune âge, graviter très régulièrement autour de gens handicapés ou de familles ayant des membres de leur famille handicapée ou d'associations. C'est à travers tout ça que mon éducation s'est forgée beaucoup autour de ce milieu, ce qui fait que très rapidement, le monde de handicap était quelque chose de naturel pour moi. Voilà, je ne me souviens pas avoir grandi sans avoir un pied dans cet univers. Et je vais sortir une référence pop, mais en fait, c'est le syndrome qui est dans le film Incassable. J'ai oublié le nom de l'acteur. Mais tu connais pas avec Bruce Willis et Morgan Freeman, un film qui est sorti en 99, je crois, et qui a eu plus ou moins sa suite dans le film Glass il y a 2 ans de cela, toujours avec Bruce Willis et Morgan Freeman. C'est un gosse qui naît juste avec la maladie des os de verre, quelque chose comme ça, qui il fait tout chez lui, il se crée tout un monde, il a tout un tas de BD, il est persuadé que tout dans la vie, tout a son contraire. Donc lui, il est extrêmement fragile, il a forcément son contraire qui est super puissant, donc un espèce de super-héros, tu vois. Et il finit par le trouver, mais en étant complètement vandale, enfin criminel, quoi, puisqu'il crée des attentats pour essayer de trouver cette personne qui serait insubmersible, qui est Bruce Willis, tu vois. Donc, dans les années 90, l'image de l'homme insubmersible, c'était Bruce Willis. Donc, du coup, ouais, ça me fait penser à ce film-là, même si c'est ta sœur, finalement. Et je voulais savoir si c'était à peu près la même chose. Alors, petite rectification, le film Incassable est un thriller américain sorti en salle en décembre 2000. Il est réalisé par Night Shyamalan avec pour acteurs principaux Bruce Willis et Samuel L. Jackson. Je ne saurais vous communiquer un meilleur synopsis. Par contre,
Voici un extrait du film où Samuel L. Jackson vous expliquera mieux que moi ce qu'est la maladie des os de verre ou ostéogenèse imparfaite. I have something called osteogenesis imperfecta. It's a genetic disorder. I don't make a particular protein very well, and it makes my bones very low in density, very easy to break. I've had 54 breaks in my life, and I have the tamest version of this disorder, type 1. There are type 2, type 3, type 4. Type 4s don't last very long. So that's how it popped into my head. If there is someone like me in the world, and I'm at one end of the spectrum, couldn't there be someone else, the opposite of me at the other end? Someone who doesn't get sick, who doesn't get hurt like the rest of us. Si je choisis cet extrait, c'est parce que la maladie des os de verre partage le même spectre clinique que le syndrome d'Ehlers-Danlos, et cette fois-ci, c'est Laura qui vous explique. On y retourne. Le syndrome de Ehlers dans l'os, c'est ça? D'Ehlers-Danlos. Alors, c'est un nom un peu plus populaire. Tu peux regarder, ça s'appelle le SED, S-E-D, tout simplement. Okay. En gros résumé, ça va toucher le collagène. Et donc, le collagène, c'est un petit peu, pour dire les choses très simplement, la colle qui tient tout à l'intérieur de ton corps. Et donc, à partir du moment où cette colle est atteinte, ça peut se manifester de manière diverse et variée. Il y a des variantes. Mes sœurs ont cette même maladie. Elles n'ont pas forcément le même traitement, ni les mêmes symptômes, ni le même degré de gravité. À l'inverse, moi, je ne l'ai pas. Donc voilà, et ça peut évoluer sur des symptômes, des douleurs articulaires ou des fragilités. Elles peuvent se faire des entorses facilement ou elles sont hyper laxes. Ça peut être beaucoup de malaise. S'il y a une émotion un peu trop forte, positive ou négative, voilà, ça peut s'évanouir. Voilà. Honnêtement, il y en a beaucoup, mais en gros, la base est là. Et ce qui, au-delà de la maladie et de la souffrance qu'elle peut incomber aux malades, je pense que la première difficulté, en tout cas celle qui a été dure à affronter pour elle, ça a été la légitimité aux yeux des autres. Car c'est une maladie qui, en dehors des crises, ne se voit pas. Et je me souviens qu'elles, leur difficulté, notamment la plus jeune à l'école, c'est que elle n'était pas considérée comme malade. Parce que c'est pas visible. Voilà, c'est parfois difficile pour les gens, au même titre que ma sœur qui est sourde. Voilà, ça lui est déjà arrivé de se faire bousculer dans la rue parce que quelqu'un lui avait dit pardon et qu'elle n'avait pas répondu. Mais parce que elle n'entend pas, mais elle n'a pas un panneau de 3 mètres sur 3 au-dessus de sa tête qui le précise. Et je pense que dans l'inconscient collectif, on oublie que la maladie et le handicap, parfois, c'est invisible. Et je crois que la difficulté pour elles s'est trouvée là. Aujourd'hui, leur difficulté, voilà, il y a des jours avec et des jours sans où c'est plus dur que d'autres, mais je pense que le plus dur à supporter, c'est ça. Quelle va être ma place? Quelle va être ma légitimité? Et finalement, ta sœur est plus jeune, elle a 15 ans, mais l'aînée de tes deux sœurs, tes deux jeunes sœurs, finalement, il n'y a pas de problème concernant la maternité. Elle ne se pose pas encore la question non plus, quoi. Alors, elle se la pose. Après, étant donné qu'il y a eu l'handicap, etc., elle est rentrée dans le monde des petits copains et de tout ce que ça implique un peu plus tard. Je pense qu'elle a eu un petit peu plus besoin de temps pour se construire elle-même avant de rentrer dans ces démarches-là. Donc, c'est plus récent pour elle. Elle se la pose et elle veut des enfants. Après, ce qui est difficile pour elle, c'est de se dire je ne veux pas que mes enfants soient malades, je ne veux pas qu'ils soient sourds non plus. Mais s'ils ne le sont pas, comment je vais être à la hauteur? Je pense que le questionnement est là-dessus. Mais elle se voit mère, en revanche. Mais c'est toujours comment je vais être à la hauteur et comment moi, avec mes propres limites dans cette société, je vais trouver ma place de mère et permettre à mon enfant de grandir sans manque par rapport à ce que sont les siens. Je pense que elle ne se pose pas la question d'avoir un enfant, elle en veut, mais je pense que c'est plus autour et ce qui pose question. Je crois qu'on est tous traversés un moment par ce genre de conflit avant l'âge fatidique
ou avant de se dire que je vais finalement pouvoir avoir des enfants, à se dire est-ce que je vais reproduire des schémas qui sont les miens ou est-ce que je vais réussir à m'en décaler. Je pense que même si on se sépare de l'handicap, c'est quelque chose qui est assez récurrent pour toute femme qui a envie de se projeter sur une vie familiale et qui inclut des enfants. Je pense pas me tromper en disant que finalement, à part sur certains détails, elle a les mêmes préoccupations qu'une femme qui ne serait ni malade ni handicapée. Mm-hmm. Le seul conflit auquel à un moment elle a dû un petit peu faire face, alors ça n'a pas duré très longtemps, mais c'est entendable. Moi, j'ai mis un peu de temps à le comprendre, mais elle me l'a expliqué, j'ai compris. Pendant un temps, elle voulait un enfant sourd. Et au début, je lui disais, bah, dis donc, souhaiter le handicap à ton enfant, quand même, on arrive à rigoler beaucoup là-dessus. Donc, j'ai pu me permettre de lui dire ça et ça l'a fait rire. Mais elle m'a dit, oui, c'est pas ce que je veux, évidemment, je ne souhaite pas ça. Et en même temps, s'il entend, je ne saurai jamais ce qu'il ressent et inversement. Et c'est aussi dans la nature d'un parent de vouloir un enfant qui nous ressemble. Mm. Et elle a eu ce travail je veux un enfant qui me ressemble, mais ça ne veut pas dire qu'il aura besoin d'être handicapé comme moi pour me ressembler. Je suis autre chose que ma surdité. Donc elle a eu, je pense, ce travail à faire sur elle et sur son handicap pour découvrir qu'elle existait autrement, pour accepter cette idée que son enfant pourrait aussi avoir sa couleur de cheveux, son caractère, sa sensibilité, autre chose. C'est là où ça peut différer, mais je pense qu'au-delà de ça, elle a les mêmes préoccupations que toute jeune femme peut avoir. Et finalement, c'est intéressant de voir que bah, voilà, c'est pas quelque chose qui te pèse sur les épaules, malgré que ce soit une question qui se pose pour chacun des membres de ta famille. Tu n'as pas la pression en tant qu'aîné de transmettre quelque chose de manière plurigénérationnelle, d'avoir cette petite graine à devoir semer de manière obligatoire. Il n'y a pas ce truc chez toi où finalement c'est quelque chose qui te pèse sur les épaules, quoi. C'est juste un non-choix parce que tu as envie de vivre la vie telle que tu l'entends par rapport aux codes avec lesquels tu as grandi dans ta famille. C'est ça. Et puis, ça ne veut pas dire que j'aurai pas d'enfant. À l'heure actuelle, c'est pas mon souhait, mais je me garde voilà, l'opportunité de changer d'avis. On ne sait pas de quoi est fait demain. Et je suis encore jeune. Maintenant, voilà, je ne suis pas du tout dans ce processus de tu as 28 ans, tu es en couple depuis longtemps, c'est le moment, c'est le bon timing. Voilà, je ferai un enfant quand ce sera un désir, que ce sera un manque dans mon quotidien, quand ce sera un choix commun avec mon compagnon. Et puis aussi, il y a tout ce processus individuel, c'est-à-dire que moi, j'ai vu ma mère et ma grand-mère et ma mère très jeunes. Pour l'une, c'était un choix et elle en est heureuse, mais j'ai eu l'occasion de voir aussi ce à quoi elle a dû renoncer pour tenir son rôle de mère et élever ses enfants. Et je la revois ravie à l'idée de me voir aller à l'université et de me dire tu me raconteras comment c'est, etc. Et je pense qu'elle a voulu me dire que je pouvais être mère, mais que je pouvais aussi l'être à 30 ans et qu'entre-temps, je pouvais voyager, faire des choses que en fait, dans la vie d'une femme, être mère n'est pas une fin en soi. Je pense que c'est ça qu'elle m'a vraiment inculqué. Et en même temps, elle s'est épanouie dans ce rôle. Donc, ce qui me rendait la chose encore plus belle, c'est que la première fois que je lui en ai parlé, je m'attendais plus à ce qu'elle me dise « Ah bon, mais moi, je ne m'imagine pas vivre sans enfant, etc. » Et non, à l'inverse, elle m'a dit ce qui était mon besoin et ma vocation ne sera pas la tienne et c'est pas grave. Tant que tu en trouves une, moi, ça m'ira. Et je suis reconnaissante d'avoir cette liberté, parce qu'en fait, c'est une liberté de ne pas avoir ce poids sur les épaules. Voilà, et j'ai eu envie de partager ça et de dire que oui, c'était possible et que c'est normal finalement. Il y a un mouvement, entre guillemets, un hashtag sur Twitter qui est assez populaire depuis récemment, puisqu'il y a, je crois qu'il y a Enjoy Phoenix, je ne me rappelle plus de son vrai prénom, mais qui est blogueuse, youtubeuse. Et plus récemment, il y a une écrivain qui a écrit là-dessus, Chloé Chaudet, qui est maître de conférence, et qui parle justement de ce choix de ne pas faire d'enfant.
Et c'est quelque chose, ce genre de discours, c'est quelque chose qui contrebalance avec ces idées. Enfin, le hashtag retrait maternel, c'est un discours autour de ces mères, justement, qui ont fait un enfant, mais qui regrettent de la charge sociale que ça impose, enfin, la charge qu'elles ont sur leurs épaules en tant que mère, qui n'est pas sur celui du père. Ce qu'on attend de la mère est beaucoup plus énorme que ce que l'on attend du père. Et si elles avaient su que cette charge sociétale était aussi immense, elles n'auraient pas eu d'enfants. Donc il y a ce truc-là, et je trouve que ce discours, il apporte une belle balance sur ces femmes justement qui disent que on a le droit finalement de choisir de ne pas avoir un enfant. Et voilà, donc je suis assez contente d'entendre ce type de discours, et ça apporte justement une autre pierre à l'édifice. Alors, la première chose, c'est que je suis assez d'accord parce que je pense pas, alors je me trompe peut-être parce que je n'ai pas d'enfant, mais je pense pas en plus que dire que l'on regrette sa maternité est incompatible avec le fait d'aimer son enfant. Et que malheureusement, c'est encore parfois un gros tabou. On voit aussi avec tout ce qu'il y a autour du postpartum, etc. Et de parfois la dépression qui suit la naissance d'un enfant. Et pour moi, voilà, le regret d'une mère et de la charge que ça incombe n'est pas incompatible avec le fait d'être une bonne mère et d'aimer sincèrement son enfant. Et voilà, je pense que c'est important de le savoir. Et au-delà de ça, je suis assez d'accord avec le poids sociétal, entre guillemets. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir dans ma famille à plusieurs registres. Le premier ayant une maman qui m'a eu jeune, j'ai vu à quel point elle a dû se battre pour se rendre légitime. Pour ce qui était aux yeux des autres, parfois les critères d'une bonne maman. Voilà, c'est permis de lui donner beaucoup de conseils, de mettre des choses sur le compte de son jeune âge, etc. Alors que bon, c'était pas forcément une raison légitime pour justifier ou pas certaines choses. Et ensuite, le handicap, parce que ça peut arriver d'avoir un enfant comme ça, malade, handicapé, ou même précoce, ou dyslexique. Enfin, voilà, il y a plein de choses diverses et variées. Et moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles je ne souhaite pas faire d'enfant tout de suite, en tout cas, parce que aujourd'hui, on ne vit pas dans une société qui aide les mères, je trouve. Je trouve qu'en gagnant une forme de liberté en tant que femme, on en a peut-être perdu dans l'accompagnement et le travail qu'est d'être une maman. Voilà, moi j'ai déjà entendu des mères dire moi j'ai pas pu aller travailler parce que mon enfant était malade et on me fait culpabiliser au travail, ce genre de choses. Et je pense qu'il y a un problème de fond dans l'organisation de la société qui peut-être freine certaines femmes à être mères. Moi, je sais que c'est des questions que je me pose. Je me dis, voilà, être mère célibataire aujourd'hui, c'est pas évident, ça peut m'arriver demain, comment je peux m'y préparer? Le fait est qu'on ne peut pas anticiper une vie entière. Donc oui, je suis assez d'accord avec ce parallèle parce que j'ai eu l'occasion de le constater et je trouve ça important de le dire. On va peut-être initier la lecture de ton poème parce que c'est un discours qui donne assez envie de se détendre. Allons-y. Maman disait c'est ton droit, mamie c'est ton toit. Les copines c'est pour quand déjà? Et si c'était jamais? Soi-disant option, pas obligation. Possibilité déguisée, après ta sexualité, décompte sur ta maternité. Je ne veux pas, je ne peux pas. Et si juste j'y pense pas? Maman disait c'est ton droit, de vouloir ou pas. Petite fille sur l'image devenue ma mère me donna l'assurance que je pouvais tout faire. Et mon amour me dit, nous verrons bien mamie, voilà le jeu de la vie. Pourquoi devoir tout expliquer et justifier, à part pour se donner l'illusion que l'on est maître de notre destinée? Bravo. Merci. Et tu penses que finalement, de ne pas faire d'enfants, est-ce que ça nous rendrait plus maîtres justement de notre destinée ou finalement ça ne change pas grand-chose? Je pense pas que ça changerait grand-chose parce que je pense qu'on peut
qu'on peut contrôler notre destinée en travaillant de pair avec ses enfants. Et je pense aussi que malgré peut-être tout le contrôle qu'on essaierait de mettre dans notre vie, par exemple en faisant pas d'enfants, la vie est ce qu'elle est pleine de rebondissements et d'imprévus. Donc je ne pense pas. Mais je pense que justement, c'est peut-être là parfois l'erreur de nos sociétés modernes. Une petite anecdote, moi, qui m'avait un peu effrayée, qui illustre un petit peu ça. J'étais encore enseignante et j'expliquais à mes collègues que je me sentais prête de travailler dans le social et que du coup, j'allais bientôt arrêter. À ce moment-là, j'avais 26-27 ans. Et une de mes collègues qui avait une quarantaine d'années se retourne vers moi étonnée. Elle me regarde et me dit « Oh, mais oh là là, pense quand même à ta retraite. » Et alors moi, je me suis dit, mon Dieu, non, je rentre tout juste dans le monde du travail, je ne sais pas encore ce que c'est un CDI, je ne vais pas penser à ma retraite aujourd'hui. Et à tort ou à raison, mais j'ai cette impression que parfois, inconsciemment, on s'organise notre vie sur 60 ans d'existence et on oublie qu'on peut traverser la route et se faire écraser, qu'on peut tomber malade, qu'on peut... voilà, on ne sait pas de quoi est fait demain. Moi, ça m'est déjà arrivé de rentrer chez moi, penser retrouver mes sœurs pour rigoler et d'apprendre que j'en avais une à l'hôpital qui avait fait un malaise. Voilà, j'ai grandi en ayant conscience de l'imprévu et que tout peut s'arrêter. Donc je ne pense pas que ne pas faire d'enfants nous permette une maîtrise. Je pense juste que tout planifier n'est pas forcément utile. Et je pense que se dire je vais faire des enfants à ce moment-là parce que c'est le bon timing, parce que j'ai cet âge-là, je pense qu'il faut avant tout s'écouter plutôt que peut-être programmer via des codes sociaux imposés ou je ne sais quoi, une vie. Et plus être dans l'instant présent. C'est en ça que... Ne pas programmer 30 ans à l'avance ce qu'on va devoir faire et comment gérer nos petits pécules de retraités. Exactement, parce que en tout cas, moi, c'est très très personnel et je conçois complètement que d'autres n'aient pas du tout ce fonctionnement et conception de la vie, mais pour moi, trop de prévoyance, c'est incompatible finalement avec la vie parce que je vois déjà, moi, à l'échelle d'une année, à quel point on peut être surpris. Je me dis qu'en est-il sur 60 ans, quand on voit comment le monde évolue, ce genre de choses, je me dis... par exemple, je vois un de mes grands-pères qui est né en 1935. Bon, je pense qu'il avait une idée précise de ce qu'aurait pu être sa vie. Bon, je pense que il est décédé très récemment. Quand je vois l'évolution de la société qu'il a connue à travers ce XXe siècle et nous, ce qu'on connaîtra après, voilà, il faut accepter qu'on ne maîtrise pas tout, malgré toute la technologie et connaissances qu'on peut avoir, le doute, l'imprévu et l'inconnu est toujours là. Et c'est en ça que je dis souvent que j'ai plus la tête dans les nuages, c'est que j'aime bien parfois m'asseoir, souffler 5 minutes et me dire qu'on verra bien. Si tu veux, en relisant mon texte, je repensais à ça. Sur ma phrase « je ne veux pas, je ne peux pas », il y avait cette envie-là aussi de dénoncer, c'était de dire... moi, je l'ai senti, alors surtout parce que j'ai travaillé 1 an en maternelle, alors autant te dire que là, à la sortie de l'école, c'était tous les jours qu'on me demandait quand est-ce que j'allais faire un bébé. Voilà, parce que le contexte était propice. Et donc, j'avais souvent des mamans d'élèves qui me disaient, alors, c'est pour quand, etc. Et des collègues de travail aussi à qui je disais, non, je pense que j'aurai pas d'enfant. Et je me souviens d'une collègue qui m'a dit « Oh là là, mais je comprends pas, c'est bizarre, etc. » Et sur le moment, je n'ai pas réagi et je suis rentrée chez moi et je me suis dit « Mais quelle violence pour une femme qui ne peut pas avoir d'enfant !» Je me suis dit que ressentent ces femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui aimeraient en avoir, pour qui c'est un vrai combat et qui font face peut-être à ces questions déplacées et réflexions voilà, qui ne devrait pas avoir lieu d'être. Je me dis que ça ne doit que rajouter de la difficulté. Et un jour, bon, c'est peut-être pas très, très honnête, mais tant pis. Un jour, j'ai fait l'expérience. Voilà, je me suis retrouvée dans cette situation avec 2-3 personnes qui étaient déjà mères et qui me disaient « Mais tu dis ça, mais tu changeras d'avis. » Et je me suis dit « Tiens, on va tenter le coup. » Et je leur ai dit « Mais en fait, je peux pas avoir d'enfant. »
Et donc là, là, gros blanc autour de la table. Ouais. Et je leur ai dit, bah oui, c'est une possibilité. C'est aussi des raisons qu'on n'a peut-être pas forcément envie de partager avec ses collègues. Et c'est vrai que là, j'ai vu que je pense que beaucoup autour de la table prenaient conscience aussi de ça. Et, et je me dis que parfois on l'oublie, et c'est aussi ça que j'ai envie de dénoncer, c'est que parfois, sans s'en rendre compte, dans nos questions que l'on pense anodines, on peut faire du mal aux gens. Et que parfois, une femme qui n'a pas d'enfant, il y a peut-être des raisons autres qu'une simple décision de sa part. Et me dire que parfois, peut-être poser ces questions, c'est la ramener à ce qu'elle ne peut pas. Et du coup, c'est encore associer la femme à cette obligation de maternité. Sous-entendu que si elle ne passe pas par là, comment existe-t-elle finalement? Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai eu très mal au cœur pour toutes ces femmes, et j'ai voulu subtilement leur donner un petit clin d'œil de vous êtes là, je le sais, et courage et bravo. Une solidarité. Bravo. Mais il y a autre chose aussi, il y a des commentaires de femmes aussi. En général, je ne sais pas pourquoi, c'est souvent quand même des femmes qui te disent, j'avais ça avec une collègue à l'époque, il y a 5 ans. Je lui disais, peut-être que j'adopterai. Si j'ai envie d'adopter, j'adopte, tu vois. Et qui me disait que finalement, c'est égoïste, mais pour des raisons un peu irrationnelles, comme quoi, forcément, si tu veux adopter, c'est parce que tu veux préserver ton corps, alors que non, en fait. Peut-être que tu as envie de donner une chance à quelqu'un qui a besoin de cette chance. Peut-être que tu as envie d'assurer ta maternité de manière différente, que tu n'as pas forcément envie de passer par l'étape de gestation. Peut-être que tu es déjà passé par l'étape de gestation et tu as envie de vivre les choses autrement, effectivement. Donc, il y a énormément d'impératifs qui sont dans l'inconscient collectif des femmes et des hommes, qui sont assez gênants pour une progression et pour son propre développement personnel, entre guillemets. Je pense que le jour où il y aura cette prise de conscience que la femme peut être dissociée de la maternité pour ces diverses raisons variées, je pense qu'au même titre que l'arrivée de la pilule contraceptive qui a apporté beaucoup de choses, je pense que c'est un prochain pas dans le travail d'égalité homme-femme à l'avenir. Au même titre que dans le sens inverse, moi je découvre tranquillement que mon copain me dit écoute, moi je suis ravie que tu aies ton travail et qu'on trouve une stabilité des deux côtés, parce que je ne suis pas à l'abri de me dire que moi aussi à un moment j'aimerais bien être père au foyer si on a des enfants, ou prendre mon congé paternité. Moi il commence à me dire, au même titre qu'on commence à parler d'enfants, que ça sera sûrement un désir de sa part. Donc, il y a aussi des hommes qui aimeraient exister dans leur paternité en étant plus impliqués, mais qui sont aussi soumis à l'étiquette de la virilité ou d'autres choses. Et autant pour les femmes que pour eux, je pense que c'est important de parler de tous ces questionnements et du choix possible et des raisons parfois pas évidentes. Il y a un travail de dissociation à faire. C'est ça. Mais écoute, j'ai été ravie d'avoir cette conversation avec toi. Moi aussi, merci beaucoup de m'avoir choisi et pour l'invitation. Je suis contente de faire ta connaissance également. Et je vais répéter donc ton compte sur lequel tu poses. Enfin, c'est très agréable à lire parce que c'est espacé. Il y a de la photo aussi. C'est pas exclusivement de l'écriture. C'est cause11 COZ.ON sur Instagram. Est-ce que tu veux l'anecdote du nom du compte? Vas-y, c'est quoi l'anecdote? Du coup, le cause, c'est un morceau de mon nom de famille. Et le samedi matin, pendant 1 an, l'année de mon brevet, ma mère me réveillait à 8h et me faisait des cours de français, de dissertation et de lecture. Donc pendant 1 an, elle m'a fait des cours le matin, et quand je faisais des dissertations, des paragraphes, et que j'écrivais « on » dans l'argumentation technique littéraire par rapport à l'exercice, il fallait pas que j'utilise le « on ». Et donc, elle a passé sa vie, à chaque fois que je l'écrivais, à me dire « on est un con ». Et du coup, heureusement ou malheureusement pour moi, encore aujourd'hui, quand j'écris une lettre de motivation, un rapport, etc., j'ai cette phrase qui résonne dans mon esprit. Et je pense que si ma mère n'avait pas fait ses cours de français le samedi matin, qui me donnaient envie de beaucoup pleurer, et je pense elle aussi finalement,
je n'aurais pas eu mon brevet, je n'aurais pas fait les études que j'ai faites. Donc, c'était une petite dédicace pour elle, pour lui dire merci et pour lui dire que voilà, t'avais l'impression que je t'écoutais pas toujours, mais mine de rien, ça rentrait petit à petit. Bravo maman alors. C'est ça. On lui souhaite une bonne fête parce que c'est pas si loin que ça, la fête des mères. Tout à fait. Bon, merci encore pour ton témoignage et peut-être à bientôt. Merci à toi et bonne continuation et au plaisir d'écouter les prochains podcasts. Merci, bonne soirée. Pars pas comme ça. Tu sais que c'est pas fini. Si toi aussi tu souhaites participer à ces entretiens, tu peux m'envoyer ton projet poétique à l'adresse bribesdeminuit@gmail.com. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à commenter cet échange sur les réseaux sociaux, partage cet instant de poésie ou ajoute-le en playlist audio. Sinon, parle-en autour de toi. Bonne fête des mères à nouveau et à bientôt.